Bisous Josiane, Martine, pardon. Vous vous ressemblez tellement aussi, c'est pas de ma faute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Alors aujourd'hui la chronique est consacrée à Louis XIII. Parce que Louis XIII a été chalandais. Et oui messieurs, dames, chalandais le temps d'une nuit. Celle du 14 au 15 avril 1622. Alors j'imagine votre surprise. Pourquoi? Comment cela se fait-il? On ne me dit jamais rien à moi. Et puis votre interrogation. Pourquoi vient-il à Chaland? Un amour caché? Une envie soudaine de province? Peut-être de revoir le maire? Rémi Passereau, qu'il a connu tout jeune? Ou alors envie d'un canard? Et où en trouve un meilleur qu'à Chaland? Je vous le demande. Mais non, rien de tout cela. La raison est beaucoup plus dramatique et se trouve dans les guerres de religion qui reprennent. Le jeune roi de 21 ans a pour une seconde fois rendez-vous avec Benjamin de Rohan, baron de Soubise et chef militaire des Huguenots. Après Saint-Jean d'Angély, en 1621, c'est donc le Bas-Poitou, l'actuelle Vendée, qui l'appelle pour mater les troupes protestantes dirigées par ce Soubise. Exactions, destruction, pillage doivent cesser. Le 20 mars, Sa Majesté très chrétienne, exaspérée, énervée, il n'en peut plus le bonhomme. Eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il quitte Paris et arrive à Nantes le 10 avril. 3 jours plus tard, Soubise et son armée de 5 à 6 000 hommes investissent l'île de Riez pour en faire une place forte, protégée de toutes parts, que ce soit par la mer, la vie ou les marais. Venant de Vieille-Vigne, le roi chevauche quant à lui en direction de Chaland. Et pour se détendre avant l'affrontement digne des plus grands duels de l'histoire, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse à l'arquebuse, sa grande passion. Avec 8 000 hommes environ et une partie de sa cour, un roi ne sort jamais sans sa cour. Faut pas l'oublier. Il arrive le 14 avril en milieu d'après-midi à Chaland, cette contrée charmante située au cœur du Marais breton. Ultime étape, donc avant le combat. Il est reçu par la personnalité locale, le sieur de la Cour-Saudière. Et c'est dans son auberge, située au numéro 12, ouf, ce n'était pas un 13, de cette fameuse rue Carnot, qu'il s'installe. Sa chambre se trouve au-dessus du porche, toujours visible aujourd'hui, et où une plaque rappelle cet événement. Ses troupes et sa cour inonderont les rues de Chaland pour s'étendre jusqu'à Pont-à-Berre. Veille de bataille oblige, le roi, tel la fourmi, dîne frugalement. Écoutez bien, bout d'asperges en salade, olives, pigeonneaux à la sauce jaune, demi-levreaux lardés, ailes de poulie rôties, qu'on espère de Chaland bien sûr, figues, cerises confites, pommes crues sucrées à l'eau de rose, guignes sèches. Mon vieux, bonne digestion. Et surtout, bonne nuit. Tu parles. Peu après 3 heures du matin, le 15 avril, à la suite d'une messe, le roi décide d'attaquer Soubise. C'est donc entre terre et mer que la bataille se joue. C'est un carnage pour les troupes protestantes. L'île de Riez se transforme en piège pour Soubise qui préfère courageusement prendre la fuite. La bataille de l'île de Riez se conclut donc par une grande victoire pour le roi, qui après s'être arrêté à Saint-Gilles, se rend à Apremont, où il passera la nuit suivante et accordera gracieusement 2 jours de repos bien mérités à son armée. La prochaine chronique sera consacrée à la mort d'un tigre, mais un tigre particulier. Allez, bonne semaine à tous et surtout, n'oubliez pas, d'ici là, vous allez beaucoup me manquer.